parti. Donc, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là pour la 17e édition de la rencontre interactive. Je m'appelle donc Alexis Janvier. Je suis développeur dans une boîte qui s'appelle Marmelab, qui est une boîte qui est à Nancy. Et je travaille à Caen depuis maintenant presque 2 ans. Et donc, je travaille en télétravail à plein temps. Full remote, on peut appeler ça. C'est pas juste des laps de temps, je suis vraiment, tout le temps en télétravail. Ça fait 2 ans, c'était l'occasion ce soir éventuellement de faire un petit retour d'expérience là-dessus. Alors j'ai sélectionné quelques points qui me semblaient intéressants à aborder. Donc je pense que je vais aborder les problèmes de logistique quand on est en télétravail, l'équilibre entre vie privée, vie professionnelle, la relation avec son entreprise quand on n'est plus dedans, et une dernière petite partie sur les bénéfices inattendus, je vais appeler ça comme ça, je trouve ça sympa, du télétravail, mais surtout, et je vais commencer d'abord sur le pourquoi et comment on vient télétravailleur. Alors une première hypothèse, on a un boss exécrable. On veut le quitter, on veut changer, et on veut éventuellement devenir son propre patron. Alors, généralement, c'est pas du télétravail, c'est on se met en freelance. C'est la fiction. C'est un choix qui n'a pas été le mien. En même temps, ça paye plus, généralement, le freelance. Comme ça, voilà. Et on peut travailler de chez soi aussi, mais c'était pas du tout ce que je voulais faire. Deuxième raison que je vois pour faire du télétravail, c'est avoir une espèce d'offre d'emploi incroyable qu'on ne peut pas refuser, ou voir, de manière plus raisonnable, vouloir absolument bosser dans une boîte à laquelle on n'a pas accès, parce que par exemple elle est à l'étranger. C'était pas mon cas non plus. Alors pourquoi le télétravail? Parce que j'étais à Paris. On va dire, j'étais déjà chez Marmelab en fait à Paris, parce qu'on avait des locaux là-bas à l'époque. Et j'ai passé 18 ans à Paris et je saturais complètement, et pour moi il s'agissait de bouger. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est pas tant pour vous parler de ma vie, on va en parler après si ça vous intéresse, mais c'est surtout en fait pour commencer à mettre le doigt sur un point qui me semble important, c'est que le télétravail en fait c'est pas une fin en soi. Il ne faut pas se dire je cherche un poste en télétravail, il faut avoir une vraie raison de le faire. Et pourquoi il faut une vraie raison? Parce que c'est pas aussi simple que ça. Ça demande un investissement, ça demande du temps et vraiment un investissement personnel. Après, c'est ce que je vais développer. Donc après, comment j'ai trouvé le télétravail? Il se trouve que chez Marmelab, qui est une boîte de gens qui étaient beaucoup à Paris, qui sont partis à Nancy parce qu'ils en avaient marre aussi, il y a une bonne acceptance du travail à distance. J'aurais pu aller à Nancy, mais à Nancy, ils sont nuls en équitation, il faut le savoir. Alors du coup, la règle chez Marmelab pour faire du télétravail, c'est qu'il faut être à moins de 2 heures de Paris en train, parce qu'on a beaucoup de clients qui sont à Paris, on y va très régulièrement. Ça tombe bien quand c'est à 2 heures, quand tout se passe bien. Et donc, j'ai des appétences pour le Grand Ouest, je viens du Mans, ma femme est normande, donc on a décidé de s'installer à Caen. Ça, c'était il y a 2 ans. Donc on a déménagé, on a trouvé un appart, ça s'est fait sur un week-end, et le lundi, je bossais. Alors qu'est-ce qu'il faut pour bosser en télétravail? La logistique, franchement, c'est assez simple. Alors une table et une chaise, ou un magnifique bureau debout, si vous aimez travailler debout, et un bureau. Alors le bureau, la pièce, ça c'est un truc très classique quand on lit des choses sur le télétravail, c'est hyper important d'avoir sa pièce isolée. Eh bien, c'est vrai. C'est hyper important d'avoir sa pièce chez soi, en tout cas. Moi, quand je suis arrivé à Caen, on a trouvé un super grand appart, tout ça. Ça nous a plu, on l'a pris, sauf que mon bureau était dans le salon, et ça n'a pas été une super expérience, parce que on est au milieu de son salon, parce que les gens passent, parce qu'il y a de la vie autour, parce qu'on ne peut pas s'isoler, on ne sait plus. Enfin voilà, il y a un côté important dans le secteur géographique dans lequel on bosse. Donc ma première erreur, ça a été de ne pas avoir de bureau. Si jamais ça vous intéresse le télétravail, je vous conseille de prévoir ça. Une fois qu'on a un bureau, il faut un vrai laptop, un truc sur lequel on puisse bosser. Alors pourquoi un laptop? Parce que c'est important d'être mobile. Enfin bon, je pense que on voit l'avantage du laptop, mais bon, on pourrait se dire on est à la maison, je vais avoir des grands écrans, une grosse tour, tout ça. Non, c'est vraiment important, à mon sens, de garder un laptop parce qu'il faut être mobile. Et dans mon cas, notamment, parce que j'ai encore des clients et que les clients, ils ne sont pas à Caen.
il faut que j'aille chez eux. Oh là là. Ah ouais, j'ai pas fait de slide sur mon point d'après. Un truc important, c'était pas facile de trouver un slide. C'est une bonne connexion internet. Bon, pareil, hein, ça a l'air de rien, mais arrivant de Paris, voilà, on a trouvé des trucs pour des super baraques dans la campagne normande et tout, mais pof, pas de fibre, tout ça. Et vraiment, c'est important d'avoir une bonne connexion. En tout cas, moi, ça a été un point qui fait qu'on a décidé de s'installer dans Caen et pas à l'extérieur. C'était quand même assez tentant. Et de la bonne 4G, alors pour les mêmes raisons qu'il faut avoir un bon laptop, c'est qu'on bouge pas mal. Après, alors je passe hyper rapidement, parce que je suis toujours donc, sur cet aspect logistique. Après, il faut, j'aime pas le terme, mais je vais le dire en vrac, des logiciels hein, pour travailler. C'est pas un problème, travailler à distance, hein, Google Agenda, mail, les mails, tout ça, ça se passe en SaaS. Et il n'y a aucun souci, on est dans le dev, donc il y a besoin de serveurs, il y a besoin de choses comme ça. Pareil, il n'y a pas besoin maintenant d'infrastructures spécifiques, on n'a pas besoin d'être à côté des serveurs, on ne travaille pas dans des banques. Il y a Amazon Web Services, donc je travaille beaucoup avec ces outils-là. J'ai mis les plus importants, Trello pour la gestion de projet, GitHub un quart de ma journée, Travis pour s'arracher les cheveux, et Amazon Web Services. Voilà, et dans le dernier point que je voulais aborder sur la logistique, un peu lié à ce qu'on a vu avant, c'est les outils de communication. Quand on est en télétravail, on n'est plus dans les bureaux, et bien choisir ces outils de communication pour communiquer avec ses collègues, c'est hyper important. C'est vraiment un point sur lequel, que je n'avais pas négligé, je n'ai pas regretté, mais en tout cas investissez dans une bonne caméra, un bon micro, un bon casque, enfin, voilà, tout ça c'est hyper important parce que c'est l'outil du quotidien. Moi, toute la journée c'est un peu ça. Voilà, je discute avec un de mes collègues et puis on se partage des écrans et puis on code ensemble. Donc, point de logistique important. J'ai balayé un peu, donc c'est tout ce qui concerne le cadre, donc je suis prêt à travailler. Alors comment ça se passe une journée quand on est télétravailleur, en tout cas full-time? Généralement quand je dis que je suis en télétravail, c'est une des premières remarques qu'on me fait, c'est ouais, ça doit être vachement dur. Moi j'arriverai jamais à me lever le matin, ou alors je passerai ma journée devant Netflix, enfin voilà, toutes ces idées qui viennent, je pense, assez normalement en tête. Le truc c'est que c'est pas vraiment un problème. Déjà, donc j'ai bien situé le cadre, on est en télétravail, je suis en télétravail dans une boîte, donc j'ai des collègues qui eux sont encore dans leurs locaux, qui eux ont des horaires, et donc de fait ça cadre la journée. Je travaille toute la journée avec eux, ils sont là à 9h, il faut que je sois là, il faut qu'on discute, etc. Marmelab, j'ai pas détaillé, mais on est une boîte, on fait des sites pour des clients, on fait des projets web pour des clients. Et donc qui dit client, pareil, dit horaire, il n'est pas question de les appeler à 21h, 22h le soir, ou le week-end, ou des choses comme ça. Donc mine de rien, ça cadre. Autre chose, il se trouve que j'ai des enfants. Les enfants, ils vont à l'école, ils mangent le midi, ils mangent le soir, tout ça, ça cadre. Donc le côté, genre, je vais pas pouvoir me lever, je vais passer ma journée devant Netflix, la vérité, c'est que c'est pas possible. Ou alors, pas longtemps, parce que ça se voit très vite. Donc je pense que le problème n'est pas tant de réussir à pas assez travailler, la vérité, c'est qu'on a plutôt tendance à faire l'inverse. J'ai remarqué que c'est plutôt la vie professionnelle qui déborde sur la vie privée. Alors ceci dit, effectivement, même s'il y a les horaires des clients, des collègues, etc., il y a quand même des bonus. Alors le bonus, c'est qu'on est vachement plus souple sur les horaires. C'est beaucoup plus simple de prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo. J'ai découvert à Caen qu'on attendait 6 mois pour aller chez l'ophtalmo, et que quand tu peux y aller le lundi matin à 9h30, c'est plus simple que quand tu dois y aller le mercredi après-midi. Donc ça, voilà, on peut se laisser des petites marges de temps. Donc horaire flexible. Mais je reviens à ce que je disais au départ, horaire flexible, pareil, dans les deux sens. En même temps, on peut aussi se dire qu'on va travailler un week-end, qu'on va travailler un peu le soir plus facilement parce qu'on s'est déplacé. Donc c'est chouette les horaires flexibles, c'est un petit peu à double tranchant. En même temps, mes filles, depuis qu'on est à Caen, elles n'ont jamais dû aller ni
part le mercredi après-midi, elles peuvent rentrer manger le midi, elles rentrent à 4 heures tous les soirs, je les vois tous les soirs à 4 heures et ça, c'est super. Deuxième bonus, à mon avis, c'est qu'on n'a plus de transport quand on est en télétravail. On n'a plus de transport le matin, plus de transport le soir, on n'a pas à se déplacer le midi pour aller manger. Ce qui fait qu'on a plus de temps. Et alors ça, c'est pas mal, mais c'est un petit peu comme les deadlines. On a une deadline à 6 mois, on se dit on a tout le temps de le faire, et puis la veille, on est à la bourre, fatal. Pareil, quand on a plein de temps, j'ai remarqué, en tout cas chez moi, c'est ce que ça m'a fait. Ben, je prends plus le temps de faire les choses. Je fais pas plus de choses parce que j'ai plus de temps, je fais les mêmes choses, mais juste je prends plus de temps. Et ça, c'est un petit peu désagréable. Donc ça, je sais que dans mes horaires, dans mon quotidien, où je restais toute la journée chez moi, j'ai eu besoin à un moment donné de trouver des manières de rythmer un peu plus mes journées. Et un des excellents moyens, alors, ça c'était le slide que j'ai oublié de passer, le slide vie de famille. Le coworking. Alors, quand je suis arrivé à Caen, j'ai pas pu en faire tout de suite parce que le seul endroit que je connaissais c'était Colombelle et que moi j'ai pas de voiture en journée. Donc il ne s'agissait pas d'aller là-bas en journée. Il y a EcoWorking qui vient d'ouvrir dans le centre. Je leur fais un petit coup de pub parce qu'ils sont sympas et que c'est plutôt pas mal. Les locaux sont bien, la connexion internet est super. Donc le coworking c'est un bon truc pour casser ces journées un petit peu longues à mon avis. Donc globalement, c'est pas si dur de s'organiser, on risque pas de ne pas suffisamment travailler et voire au contraire on a tendance à plus travailler. Et ça c'est un des trucs dont on parle peu, en tout cas moi je l'avais peu entendu aborder quand j'ai décidé de me mettre en télétravail, c'est que on doit pas mal lutter contre un espèce de sentiment de culpabilité. Justement je me permets d'aller chez l'ophtalmo, je suis chez moi par rapport à tous les gens qui travaillent, qui prennent le métro, qui te racontent leurs galères de transport, etc. Donc, et puis on a cette impression toujours de devoir justifier son temps parce qu'on est chez toi et qu'il faut montrer qu'on travaille. Donc voilà, ça c'est un petit truc contre lequel il faut savoir lutter. En tout cas, moi j'ai eu à lutter contre, je lutte encore contre, pour tout dire. Et alors, j'aborde du coup mon troisième point qui est la relation avec l'entreprise. Et justement un peu lié à cette problématique de culpabilité. Si en plus il y a quelqu'un qui peut potentiellement vous foutre pas mal la pression sur la culpabilité, c'est votre employeur, qui lui il ne vous voit pas toute la journée, donc potentiellement il va vous demander sans arrêt qu'est-ce que vous êtes en train de faire, est-ce que tu bosses, est-ce que tu es en train de regarder Netflix, patati patata. Ça doit être l'horreur. Je pense que du micromanagement, quand on est en travail à distance, ça doit être une pure catastrophe. Et quand on prend un poste en remote, je pense qu'il y a un facteur confiance entre l'employeur et l'employé qui est juste fondamental, et dans les deux sens. Et donc, pour l'employeur, pour avoir confiance que la personne à distance, il ne manage pas, il ne voit pas ses journées, il ne sait pas comment ça se passe. Mais c'est pas grave, il lui fait confiance, parce que s'il lui fait pas confiance et qu'il lui fout la pression, j'en reviens à comment lutter contre la culpabilité, je pense que ça doit très très mal se passer. Et puis ça va dans les deux sens, parce que mine de rien, ce que je disais tout à l'heure, ok, on est rythmé par le client, voilà, on a la vie qui cadre un peu ses journées. Bon, malgré tout, il faut quand même des fois lutter contre le fait que Netflix il est à côté, que les enfants ils sont partis, tu as fait la fête la veille et que c'est super simple d'aller se coucher, bon tout ça il faut prendre sur soi. Et mine de rien, c'est un investissement, ça, à mon sens, de faire que non, t'as la gueule de bois, c'est pas grave, à 9h, t'es devant le poste, et puis tu bosses, et puis c'est comme ça. Et cet investissement, tu le fais pour une boîte dans laquelle t'es plus. Et pour avoir été longtemps dans des boîtes, t'entends parler des bruits de couloir, de comment ça se passe, comment est l'ambiance, c'est quoi les prochains projets, on va vers quoi, etc. Et tout ça, on l'a plus, toute cette communication informelle. Et donc, la confiance, c'est de se dire que son employeur, il va régulièrement faire part de ça. En tout cas, moi, mon manager, mon boss, on a une petite boîte, on est 8, je sais que tous les mois, on fait un petit point où lui, il me parle de qu'est-ce que devient, voilà, c'est quoi l'avenir, c'est quoi les projets. Et puis, moi, je lui parle de mon quotidien, est-ce que ça se passe bien, etc. Parce qu'en même temps, dans notre boulot... Demain. Excusez-moi, pas de problème.
Ça sera assez simple de mesurer le travail. S'il y a des développeurs ici, GitHub, on sait combien tu as committé de code. Il y a une espèce de mythe sur le développeur qui va pisser du code, et plus tu fais de code, plus tu as produit, plus c'est que tu as bossé, etc. Et ça se mesure très bien, et c'est une bonne manière. Ceci dit, mon patron, il dit un commit par jour, c'est le patron qui s'éloigne. C'est comme de manger une pomme par jour, ça évite de crever d'une sale maladie. Je la fais pas bien parce que normalement les gens méritent. Non mais c'est que ça marche pas, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Mais bon, mais c'est pas que la quantité de code. Alors notamment pour en revenir au début, pourquoi moi avoir choisi entre autres de rester, d'être en télétravail, parce que je voulais bosser chez Marmelade, parce que j'y suis bien, parce que j'aime bien mes collègues et que mes collègues ils m'apprennent plein de trucs. Et ça, comment ça se passe? Ben, c'est dans la communication. Je travaille avec des gens qui ont cette culture de partager, d'apprendre, de beaucoup lire le code des autres. Vous connaissez certainement ou pas, si vous êtes développeur. Quand on est développeur, on écrit beaucoup de code, on en lit beaucoup. Moi, ma journée, la moitié du temps, j'écris du code, l'autre moitié du temps, je lis le code des autres. Et après, on en parle, et c'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on apprend des nouvelles patterns, c'est comme ça qu'on apprend des nouvelles technos, etc. C'est dans ce partage-là. C'est un truc qui se fait généralement très facilement quand on est à côté de la personne, qu'on partage des écrans. Quand on est à distance, ben, tout de suite, c'est quelque chose qui se travaille beaucoup plus. Donc il faut que les gens avec qui on travaille soient déjà habitués à le faire. Et je pense qu'il faut s'améliorer. En tout cas, moi, c'est un des trucs sur lesquels je me suis amélioré depuis que je suis en télétravail, c'est sur cette capacité justement à échanger à distance. Alors, on échange de deux manières. On est soit en synchrone, on fait de la visio, on se partage un écran, ce que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, on code à deux, on fait un peu de peer programming. Sauf que, parce que les horaires sont un peu décalés malgré tout, parce qu'on prend des libertés, il y a aussi pas mal de communication asynchrone. La communication asynchrone, c'est par exemple les code reviews sur GitHub. Voilà, quelqu'un fait du code, soit on n'est pas là, soit on code sur autre chose, n'empêche que derrière, on va passer sur le code de quelqu'un d'autre, et puis on va dire, là, à mon avis, c'est bien, là, j'ai pas bien compris ce que tu as fait, il faudra que tu nommes ta fonction autrement, etc. Et ça, pareil, ça se travaille, parce qu'il faut écrire, il faut formuler, il faut se faire comprendre, c'est pas toujours évident. Alors que ça soit par l'écriture, et puis à l'oral aussi, ça c'est un des trucs que j'ai appris. Le fait d'avoir à expliquer un problème informatique, je sais pas, par exemple, parce que tu as un problème dans Docker avec des certificats SSL sur un serveur qui est tu sais pas où, il faut l'exprimer par oral, de manière claire, distincte, en donnant les tenants et les aboutissants, et ça c'est vachement formateur. C'est vraiment formateur. Voilà. Et ça se fait pas tout seul, et tout le monde n'en est pas capable. Clairement, à mon avis, ça demande une certaine expérience, une certaine appétence pour ça, et puis surtout de l'expérience, d'ailleurs. Et un des tips, du coup, que je donnerais, moi, si j'ai à quelqu'un qui cherche du télétravail, parce que, encore une fois, il peut y avoir de très bonnes raisons, il y a plein de bonnes raisons de faire du télétravail, et surtout en tant que dev, la première chose que je ferais maintenant, ça serait d'aller voir le GitHub de la boîte, déjà voir est-ce qu'ils ont des projets open source, s'ils n'en ont pas, est-ce que je peux voir vos projets sur GitHub, et aller voir les reviews. Parce que s'il y a des reviews pourries, si les gens ne sont pas justement dans ce partage, les reviews, c'est... alors il y a de quoi écrire des bouquins sur la code review, ou de faire une conférence, hein, vraiment là-dessus, parce que chez Marmelab, en tout cas, c'est vraiment la base. La base de la culture de chez Marmelab se synthétise très bien dans la code review. Et il peut y avoir des reviews détestables, destructrices. J'ai été dans des boîtes où les code reviews, c'était à qui va la tel autre développeur, etc., où tu n'apprends rien. Et au contraire, ça peut être un moment de partage, voilà, un moment important. Il faut absolument que j'accélère. En tout cas, tout ça, c'est très bien. Alors, c'est plus facile quand on connaît les gens avec qui on travaille. Échanger sur Slack, balancer des vannes, parce que c'est ça aussi, hein, c'est faire des vannes, c'est détendre l'atmosphère. Ça se fait très bien quand tu connais les gens avec qui t'es, parce qu'il y a des vannes qui passent, d'autres qui passent pas. Tu peux être grossier ou tu peux ne pas être grossier. Tu peux faire la blague du Kinder Surprise, si vous l'avez déjà vu. Des fois, ça passe pas.
La blague de la pomme n'est pas passée avec vous, par exemple. Donc c'est hyper important de connaître les gens, et pour ça, il faut se rencontrer en vrai. Chez Marmelab, on se rencontre hyper régulièrement. On fait des hack days tous les mois, on fait, il y a deux, trois fêtes dans l'année, on va au ski ensemble. Parce que voilà, c'est des moments de partage importants qui font qu'après le reste de l'année, on peut continuer à communiquer en vanant sans vexer personne. Que dire d'autre? Les bénéfices inattendus, qui était la dernière partie que je voulais aborder. Donc tout ça, l'importance de la communication, la culture du partage, je pense qu'en tout cas, pour moi, c'est ça qui fait que je ne me sens pas isolé en étant à Caen, alors que la majorité de mes collègues sont à Caen, sont à Nancy, pardon. C'est quoi un peu tout ça? C'est de la communication et c'est des soft skills. On appelle ça des soft skills en informatique. C'est en gros toutes ces compétences qui ne sont pas des compétences techniques. C'est-à-dire on peut être une brute en code, on peut connaître plein de choses, on peut très mal les communiquer. Et je pense que les soft skills, les compétences hors technique, les relations humaines, tout ça, c'est une compétence qu'on ne trouve pas chez tous les développeurs. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus naturel, en tout cas dans ceux que j'ai côtoyés. Et pourtant c'est hyper important, parce que ça se travaille finalement, je trouve, moins facilement quand on est au sein d'une boîte, où on est entouré de développeurs, où tout ça se passe naturellement sans trop se poser la question. Quand on est à distance, on est obligé de le bosser plus. Ça c'est un des bénéfices que moi j'ai trouvé en étant... j'ai beaucoup travaillé là-dessus, en tout cas. Deuxième avantage inattendu, tout ça, communiquer à distance, faire de la code review, ça match très bien avec l'open source. Ça a l'air de rien, mais l'open source, c'est vachement bien. C'est bien d'y participer, je pense que c'est un bon truc. C'est un bon truc pour plein de choses, on utilise tous les jours, c'est un juste retour d'expérience, et je trouve ça assez bienveillant. Et petit effet secondaire de s'intéresser de près à l'open source. Alors, quand on code, on ne code qu'en anglais. Quand on fait des reviews, nous, en tout cas, on se force à les faire en anglais. Bon, après, quand on commence à bosser sur de l'open source, on échange plus spontanément avec des gens qu'on connaît. Moi, je m'autorise des fautes d'anglais avec mes collègues parce qu'ils les connaissent, ils me connaissent, donc ça passe. Quand tu travailles dans de l'open source avec des gens qui sont vraiment... on fait plus gaffe, donc on travaille plus l'anglais. Et pourquoi je dis que c'est important? Parce que mine de rien, quand on commence à faire du télétravail, les postes de télétravail ne sont pas si nombreux que ça en France. Et c'est un bon truc à se garder dans le coin de la tête quand on se lance dans le télétravail aussi, de se dire tiens, je vais bosser mon anglais parce que si jamais j'ai envie de rebosser en télétravail, j'aurai 98% plus de chances de trouver un poste en télétravail intéressant à l'étranger qu'en France. A priori, peut-être que j'exagère. J'exagère peut-être, c'est peut-être 90%. En tout cas, c'est hyper important de se garder ça un peu vers soi, mais de se dire ok, je fais de l'open source, je progresse en anglais, et puis ça sera plus facile si jamais j'ai à passer une interview à Los Angeles. Et le dernier truc, donc l'open source, a priori, moi je pense que ça pousse aussi à sortir, à aller rencontrer des gens, à aller rencontrer les boîtes du lieu où on est, quand on est en train de travail, plus facilement que quand on est au sein d'une entreprise. Alors, je parle des meet-up, des rencontres comme ce soir, etc. J'en veux un petit peu pour preuve que je pense qu'il y a des gens ici, pas mal, qui sont des gens qui sont en télétravail, si je ne me trompe. Ou en tout cas, j'en rencontre souvent. Et c'est plus facile de faire venir des télétravailleurs à des meet-up que de faire venir des gens dans les boîtes. Là, voilà, faut voir. Ça marche, des fois ça marche bien. D'ailleurs, généralement, quand ça marche bien, c'est que c'est bon signe. Vraiment. Et les boîtes où ça se passe pas forcément bien, c'est des gens qu'on rencontre a priori. Alors, je dévie un peu. L'idée était plus de dire que quand on fait du télétravail, on se lance plus facilement à faire des confs comme ce soir, à sortir et aller rencontrer d'autres gens. Et ça, pareil, c'est hyper enrichissant. Donc ma conclusion, est-ce que le télétravail, c'est le Graal? Non, mais c'est pas grave. Enfin, encore une fois, c'est pas un objectif de faire du télétravail. C'est juste un cadre de travail qui correspond, qui répond, à mon avis, à une problématique de je veux bosser dans cette boîte, mais elle n'est pas dans ma ville. Je suis dans cette ville, mais il n'est pas question que j'y reste, ou peu importe.
parce que ça marche bien, mais c'est un vrai investissement. Ça ne vient pas tout seul, etc. En même temps, ça se développe pas mal. Moi, je sais que j'ai rencontré pas mal de gens qui sont en télétravail sur Caen. J'étais assez étonné, des gens qui viennent des gens qui étaient sur Paris, il y a des gens de Nantes, il y a des gens de Rennes. Et j'espère que ça va s'amplifier parce que c'est des gens, encore une fois, qu'on rencontre régulièrement dans les meet-up et qui sont plutôt actifs. Voilà, j'ai dépassé de 5 minutes, je suis désolé. Merci.